Bonjour, nous sommes le mardi 1er novembre 2016. Je consacre ma 5e chronique vidéo hebdomadaire à l'affaire du CETA, le fameux traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Parce que le psychodrame, qui a duré plusieurs jours, a pris fin dimanche dernier, le 30 octobre, à Bruxelles, puisque, après de multiples rebondissements, le CETA a été finalement signé. CETA, ça veut dire en anglais Comprehensive Economic and Trade Agreement, et en français Accord économique et commercial global. Il s'agit ni plus ni moins d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Les parlements de Wallonie, de Bruxelles-Capitale et de la communauté francophone de Belgique, avec à leur tête Paul Magnette, le ministre-président de la Wallonie, avaient refusé de signer le traité. La signature prévue le 27 octobre, jeudi dernier, en présence du Premier ministre canadien, avait même été annulée. Cette situation avait été provoquée parce que la Constitution belge fait obligation aux 7 entités qui composent le pays de se mettre d'accord pour que la Belgique puisse signer un traité international. Paul Magnette, finalement, a dit oui, décevant d'ailleurs au passage tous ceux qui avaient cru, avec un petit soupçon de naïveté, qui avaient cru en lui. Rappelons que M. Magnette est socialiste et que le métier des partis socialistes est la trahison. C'est inscrit dans leur ADN, il ne faut jamais l'oublier. Paul Magnette, aujourd'hui en Belgique, comme d'ailleurs Alexis Tsipras hier en Grèce, et demain Jean-Luc Mélenchon en France, a capitulé. En réalité, Paul Magnette, dirigeant du Parti socialiste belge, le PSB, n'a organisé cette comédie que pour des raisons de politique politicienne. Car ce qu'il dit avoir obtenu, justifiant son accord, n'a aucune substance. On va le voir dans un instant. Mais pourquoi a-t-il dit oui au CETA alors qu'il a fait tout ce cinéma pendant plusieurs jours? Tout simplement pour donner au Parti socialiste belge, et à lui-même au passage, une image de gauche, car le Parti socialiste belge est talonné sur sa gauche par le PTB, le Parti du travail belge. D'ailleurs, le journal belge Le Soir, daté du 29 septembre, titre ainsi « Hausse spectaculaire du PTB, troisième parti francophone ». Et le journal Le Soir donne des résultats du sondage qui donne en effet une évolution spectaculaire à Bruxelles. Le PTB atteint 11% des intentions de vote, alors que le Parti socialiste, lui, de son côté, régresse de 18% lors du précédent sondage au mois de mai à 15%. Le PTB, le Parti du travail belge, réclame, je cite, l'abolition du traité de Lisbonne. Et le débat en son sein progresse très vite sur la prise de conscience, sur la nécessité de la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Monsieur Tsipras, en Grèce, avec le référendum dont il n'a tenu aucun compte, avait lui aussi organisé une manœuvre similaire. Concernant M. Mélenchon, on pourra me reprocher de lui faire un procès d'intention. J'assume complètement ce point de vue, car M. Mélenchon, ne l'oublions pas, a déjà capitulé 2 fois. Une première fois en 1992, quand il a soutenu avec enthousiasme le traité de Maastricht qui ouvrait la voie à l'euro, et une deuxième fois quand il a participé au gouvernement de la gauche plurielle avec M. Jospin, Premier ministre, qui détient le record des privatisations.
Et le programme de M. Mélenchon en matière européenne n'est fait que d'hypocrisie. En tout cas, toutes ces manœuvres ont été organisées car l'opposition populaire au libre-échange, à l'euro et à l'Union européenne ne fait que croître dans tous les pays d'Europe. Il y a une chose essentielle à retenir de cet épisode, c'est la suivante. Un tout petit parlement, celui de Wallonie, rassemblant 3,6 millions d'habitants, peut faire reculer l'Union européenne. C'est un formidable encouragement. Imaginons ce qu'il se serait passé si la Belgique finalement avait maintenu son refus. C'est bien la preuve que la pression doit s'organiser principalement à l'échelle nationale sur les parlements et les gouvernements. Cela ne veut pas dire qu'il faut cesser toute pression sur les institutions européennes, la Commission, le Parlement. Mais oublier le niveau national, c'est faire de la diversion et c'est préparer la défaite. Alors, quelques rappels sur le libre-échange. Le CETA est donc un accord de libre-échange, mais qu'est-ce que c'est? Rappelons quelques éléments. C'est l'un des 3 piliers de la mondialisation néolibérale. Les 2 autres piliers sont la globalisation financière, c'est-à-dire la financiarisation des économies, et le dernier pilier, c'est la mise en place d'institutions multilatérales comme l'OTAN, comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Leur rôle est de garantir le maintien de l'ordre néolibéral mondial en éliminant la souveraineté des nations. Dans quel but? Tout simplement pour éviter que des politiques favorables au peuple puissent être menées dans les différents pays. Supprimer la souveraineté règle, de leur point de vue, le problème. Le libre-échange vise à faire disparaître tous les droits de douane, mais aussi ce qui est appelé dans le jargon les obstacles non tarifaires au commerce, comme les normes sociales, environnementales, techniques, sanitaires, liées à la consommation, à la défense des consommateurs. Si ces barrières sont levées, selon les partisans du libre-échange, il y aura de la croissance et de l'emploi, et évidemment des profits pour les firmes multinationales. Les politiques de libre-échange impulsées par l'OMC et l'Union européenne visent donc à s'étendre au maximum de secteurs et à s'intensifier dans les secteurs existants. Quel est le résultat de 40 années de libéralisation du commerce international, c'est-à-dire d'accélération du libre-échange? Il est tout simplement catastrophique. C'est la dégradation accélérée de l'environnement. L'accord de Paris d'octobre 2015, nous en sommes à la première année, ce qu'on appelle la COP 21, a fixé pour objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Mais le libre-échange porte une lourde responsabilité dans le réchauffement climatique. Et poursuivre le libre-échange, voire l'accélérer, comme le propose le CETA, c'est accélérer le réchauffement climatique. C'est la remise en cause généralisée et permanente des normes sociales, environnementales et de protection des consommateurs, également des normes sanitaires. C'est l'aggravation des inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. À l'intérieur même de chaque pays, c'est aussi l'aggravation des inégalités entre les riches et les pauvres. Exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, premier exportateur de l'Union européenne, avec 200 milliards d'euros d'excédent commercial, et en même temps, pays qui a connu la montée des inégalités, l'aggravation des inégalités. D'ailleurs, c'est le pays
qui a connu le plus d'inégalités au niveau de l'Union européenne. Une étude, par exemple, montre qu'un Allemand de l'Ouest possède en moyenne un patrimoine de 94 000 euros contre à peine 41 000 euros pour un Allemand de l'Est. La pauvreté a atteint un niveau historique en Allemagne avec 12,5 millions d'Allemands sous le seuil de pauvreté. On a peine à le croire tellement nous sommes accablés par la propagande sur le soi-disant modèle social allemand. Le libre-échange, c'est la transformation également des produits agricoles en marchandises banalisées. C'est la privatisation des services publics et des sécurités sociales. C'est l'autorisation donnée aux firmes multinationales d'attaquer les États via des tribunaux d'exception, des tribunaux privés d'arbitrage. Ce sont ces derniers, cette justice privée qui désormais est mise au service des milieux d'affaires. C'est l'interdiction définitive pour les pays pauvres d'accéder à l'industrialisation et la technologie. Prenons quelques exemples, les produits pharmaceutiques et l'informatique, tant du point de vue de la fabrication des logiciels que des matériels. Comment voulons-nous qu'avec le libre-échange, les pays africains puissent se doter un jour d'industries pharmaceutiques compétitives et d'industries informatiques compétitives? C'est absolument impossible. Comment pourrait-elle lutter contre les géants, les firmes géantes occidentales? La seule solution, c'est bien d'aider ces pays à se doter d'industries pour ensuite les protéger des produits occidentaux. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas, avec le libre-échange, envisager la moindre sortie du sous-développement et des difficultés pour les pays pauvres. Il faut une politique de substitution aux importations pour les industries naissantes en protégeant les marchés africains. La logique du libre-échange est insensée, car on ne peut pas toujours exporter. Il faut bien que d'autres importent également. Mais lorsqu'on importe, lorsqu'on exporte, on crée du déficit chez les autres et peut-être même du chômage. Et au bout d'un moment, les autres pays chez lesquels on a exporté ne peuvent plus nous importer parce qu'ils n'ont plus les moyens, ils se sont endettés. Et cela provoque également du chômage chez nous. Lorsque tout le monde se fixe la même priorité aux exportations, parce qu'on a asséché les marchés intérieurs avec les politiques d'austérité, le système se bloque et c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Alors on nous dit la concurrence, c'est fantastique, c'est formidable, ça fait baisser les prix. Certes, il arrive souvent que les prix de certaines marchandises et services baissent. Mais ce qui est gagné par le consommateur en termes de baisse des prix est perdu par le travailleur en termes de salaire et d'emploi. Or, les consommateurs et les travailleurs, ce sont les mêmes personnes. Le libre-échange, c'est la création de richesses et d'emplois pour les pays qui sont déjà les plus puissants par la captation des marchés étrangers et particulièrement les marchés des pays les plus pauvres. C'est l'enfermement suicidaire dans la recherche obsessionnelle et vaine de la compétitivité. Car dans le langage néolibéral, compétitivité égale baisse des prix à l'exportation pour gagner des parts de marché. Mais comment obtient-on la baisse des prix des produits et des services? Eh bien tout simplement par la baisse des salaires directs ou indirects et la baisse des impôts des entreprises. Le libre-échange est donc un système qui structurellement, par construction, par définition, conduit à la dégradation des modes de vie, à la fois pour le plus grand nombre dans les pays riches et pour tous, sauf la petite hyperclasse des pays pauvres. Voilà pourquoi,
un refus de principe doit être opposé au libre-échange. Alors comment faire? Est-ce que le libre-échange est la seule solution? Non, pas du tout. Il faut mettre en œuvre ce que je propose avec le Rassemblement pour la démondialisation, la charte de la Havane de 1948, rénovée en 3 mots. La charte de la Havane, c'est un principe central fondé sur l'équilibre de la balance des paiements entre les pays, c'est-à-dire je t'achète autant que tu m'achètes. Deuxièmement, c'est la possibilité de mesures protectionnistes pour rééquilibrer les échanges lorsqu'ils sont déséquilibrés. Et troisièmement, c'est un système d'accords bilatéraux qui permettent de coopérer et d'arrêter cette guerre commerciale qu'est le libre-échange. Revenons un instant sur le CETA. Il a donné lieu à 7 années de négociations. C'est aujourd'hui un document de 230 pages avec 1368 pages d'annexes. On nous explique dans les hautes sphères, je cite, que c'est un accord moderne et progressiste, ouvrant la porte à de nouvelles opportunités tout en protégeant les intérêts importants. C'est Robert Fico, Premier ministre slovaque, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, qui a prononcé cette phrase tout à fait extraordinaire. Parce que c'est vraiment parler pour ne rien dire. En quoi cet accord est-il moderne? Monsieur Fico ne le dit pas. Quelles sont ces nouvelles opportunités? Monsieur Fico ne le dit pas. Et quels sont les intérêts importants qui seront protégés? Monsieur Fico ne le dit pas non plus. Voilà un exemple tout à fait significatif du blabla de la langue de l'Union européenne. Passons à Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, également ancien directeur de cabinet de Jacques Delors lorsque ce dernier était président de la Commission européenne. Il dit « Le CETA est de loin, de très loin même, le plus protecteur de la capacité des États à réguler. De quoi se plaint-on » Et selon les Échos, en effet, 143 catégories de producteurs européens, dont 42 français, revendiquant fièrement l'origine de leur production, bénéficieront de protection au Canada, et le Roquefort de Chicoutimi ou de l'Ontario ne pourra plus concurrencer celui de Millau et abuser de son appellation. C'est très bien, mais tout cela était possible beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement dans un accord bilatéral entre la France et le Canada, tout simplement. Il n'y avait pas besoin de cette usine à gaz qu'est le CETA. On nous dit aussi que les portes vont s'ouvrir pour les PME européennes qui auront un accès au marché public canadien. J'ai un doute. D'abord, est-ce que les PME françaises auront vraiment les moyens de se déplacer avec leur personnel au Canada, frais de transport, frais d'hébergement, sur place? Mais quand bien même elles y arriveraient, comment ces opérations pourront-elles être rentables si ce n'est au prix d'un écrasement des salaires en France et de nouvelles délocalisations de la France vers le Canada? Le CETA prévoit également une évolution des quotas annuels d'exportation, notamment sur le blé et sur la viande. Sur le blé, ils passeront de 40 000 à 100 000 tonnes, mais au détriment de nos productions nationales et celles des autres pays. L'ouverture totale du marché sera réalisée d'ici 7 ans. Sur la viande bovine et porcine, les quotas seront multipliés par 3, passant de 15 000 à 45 000 tonnes par an. Il y aura donc
importation sans droit de douane de viande bovine venant du Canada, au détriment d'une filière française qui souffre déjà beaucoup. La Commission européenne affirme, par ailleurs, que le bœuf aux hormones et les OGM seront toujours interdits. Mais rien ne le précise officiellement. En contrepartie, l'Union européenne pourra exporter en franchise de droits de douane, étalés sur 6 ans, 16 000 tonnes de fromage plus 1 700 tonnes de fromage industriel. Mais ça ne fait pas du tout le poids. Certains se félicitent que le CETA va supprimer 99% des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada sur presque tous les produits. Ça veut dire qu'il deviendra tout simplement impossible de réguler le commerce international. On va rigidifier les relations commerciales parce qu'on s'interdit la possibilité d'avoir la moindre souplesse pour éviter, par exemple, les déficits ou les excédents structurels sur tel ou tel produit. Prenons un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Le Canada exporte beaucoup de produits pharmaceutiques en France. Considérons que pour des raisons de compétitivité, le Canada, pour nous vendre ses produits pharmaceutiques moins chers, pour conquérir notre marché intérieur, décide de baisser les salaires des travailleurs de l'industrie pharmaceutique canadienne et de baisser les impôts de ces entreprises pour leur permettre donc de vendre moins cher. Le prix des produits, en effet, baissera et le marché français sera envahi par les produits canadiens. Des droits de douane appliqués à ces produits permettraient à la France de maintenir un certain équilibre. Et inversement, si nous étions dans la même situation, les Canadiens seraient en droit de protéger leur marché intérieur. Les droits de douane ne doivent donc absolument pas être supprimés, car ils servent de régulateurs au commerce international. Avec le CETA, les entreprises canadiennes auront accès au marché public français. L'inverse n'est pas tout à fait vrai parce qu'une étude canadienne vient de montrer que c'est la corruption généralisée dans les marchés publics des collectivités locales canadiennes. Alors, ça veut dire que ces entreprises canadiennes viendront prendre les marchés publics français aux entreprises françaises, d'où une augmentation du chômage. Mais à quoi ça sert ces déplacements Canada-France, France-Canada pour que des PME ou d'autres entreprises plus grandes aillent répondre à des marchés publics? C'est totalement illusoire, ça ne marchera pas, en plus c'est tout à fait contre-productif. Le CETA, de surcroît, est bien plus qu'un accord, qu'un simple accord de libre-échange. Il préfigure le TAFTA, ce projet de traité entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Car le point le plus sensible est la possibilité donnée à une firme multinationale investissant à l'étranger de porter plainte contre un État qui adopterait une politique par la loi ou un décret contraire à ses intérêts. Ce mécanisme de règlement des différends entre entreprises et États s'appelle Investor State Dispute Settlement, ISDS. Il a permis, entre autres exemples, au géant minier OceanaGold de poursuivre l'État du Salvador pour lui avoir refusé un permis d'exploitation pour raisons environnementales. Il faut empêcher cette dérive et continuer d'aller devant les tribunaux ordinaires, dont c'est le rôle. Car finalement, c'est une tentative de coup d'État que de faire passer le pouvoir législatif et réglementaire des mains des parlements dans celles des firmes multinationales
avec l'aide opiniâtre de la Commission de l'Union européenne. C'est désarmer les États, c'est porter atteinte à leur souveraineté. Et puis, cerise sur le gâteau, le Canada va pouvoir, avec le CETA, écouler sans entrave ces hydrocarbures sales issus des sables bitumineux de l'Alberta et ces pétroles et gaz de schiste 49% plus émetteurs de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel. Parlons maintenant des prétendues concessions obtenues par M. Magnette. Paul Magnette, le ministre-président de la Wallonie, pour justifier son accord de dernière minute au CETA, a déclaré, je cite, « Nous avons obtenu des acquis majeurs pour les Wallons et les Européens. Nos demandes ont été entendues. » Il a présenté tout cela comme une victoire, je cite, « non seulement pour la Wallonie, mais pour toute l'Europe. » Alors, quels sont exactement ces acquis? 3 ont été avancés. Des garanties d'abord que la protection sociale ne serait pas affectée par le traité, la protection sociale en Wallonie. Mais ces garanties n'ont aucun caractère juridique contraignant. M. Magnette ment. C'est du vent. Deuxièmement, une clause de retrait du traité si les importations de produits agricoles perturbaient trop le secteur en Wallonie. Mais les clauses de retrait des traités internationaux existent de façon formelle ou informelle dans tous les traités internationaux. Et ceci découle de la Convention de Vienne de 1969, qui est le traité des traités et qui inclut cette clause de retrait. Et puis troisièmement, on nous dit que les tribunaux d'arbitrage ne seront pas mis en œuvre pendant la période d'application provisoire du traité. Même si le démarrage de la mise en œuvre du traité est retardé, cette justice privée verra quand même le jour. Au total, cette prétendue victoire n'est qu'un simulacre. Comment tout cela a-t-il été possible? Par un tour de passe-passe dont l'Union européenne a le secret, un tour de passe-passe juridique. La Commission européenne, pour offrir une porte de sortie aux pays qui avaient des difficultés avec leur opinion publique, et principalement l'Allemagne, où la protestation populaire était très forte, a sorti de son chapeau un document appelé Déclaration interprétative, un document qui fait 5 pages. Il est précisément conçu pour permettre aux gouvernements en délicatesse avec leur opinion publique, avec leurs citoyens, à propos des accords de libre-échange, de fournir une soi-disant preuve qu'ils ont obtenu quelque chose pour amoindrir les effets néfastes du libre-échange. Mais cette déclaration interprétative est incompréhensible. D'ailleurs, même un journal aussi pointu en finance et en économie que les Échos écrit « Le compromis belge reste toutefois difficile à décortiquer, c'est un imbroglio ». Cette déclaration interprétative n'a aucune valeur juridique. Elle permet une entrée en vigueur provisoire du texte sur tous les domaines qui relèvent strictement des compétences communautaires. Pour tout le reste, et notamment les tribunaux d'arbitrage, il faudra une ratification des États membres. Au total, et plusieurs responsables européens l'ont signalé, pas une seule ligne du traité n'a été modifiée. M. Magnette a donc organisé une vaste fumisterie avec le concours de la Commission européenne, même si la Commission européenne aurait souhaité évidemment une signature directe sans passer par cette case simulacre. Alors, quelles sont les 2 leçons à tirer de cette affaire? Première leçon,
c'est la confirmation du caractère tyrannique de l'Union européenne. La Commission, par exemple, a menacé la Wallonie de lui interdire l'accès au FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui est destiné aux régions qui sont victimes particulièrement de la mondialisation. De son côté, le syndicat patronal européen Business Europe a lui aussi menacé la Wallonie dans un courrier. Et puis, il y a eu une pression médiatique permanente dans les grands médias, papier, télé, radio, qui tournaient autour de l'idée que une région comme la Wallonie, qui ne représente qu'1% de la population européenne, 0,45% des échanges entre l'Europe et le Canada, qui a bloqué un processus déjà compliqué à 28 pays et 500 millions d'habitants. On a même entendu dire que la Wallonie prenait l'Europe, l'Union européenne en otage. Tout cela n'a rien de nouveau, car on a vu ces dernières années comment les gouvernements et l'Union européenne ont bafoué la démocratie en Irlande, en Grèce, en France. Ils n'ont jamais tenu le moindre compte des résultats des référendums. Aussi, quand un peuple aujourd'hui ou un parlement est consulté, eh bien, du point de vue de la Commission européenne, du point de vue des oligarques européens, il ne peut que répondre oui. S'il répond non, on ne tient tout simplement aucun compte de son vote. C'est pourquoi il faut sortir de l'euro et de l'Union européenne de façon unilatérale. Et surtout, sans invoquer l'article 50 du traité de Lisbonne qui prévoit une négociation. La souveraineté d'une nation ne se négocie pas. C'est le meilleur moyen d'embourber toute volonté de redevenir libre. Deuxième leçon à retenir, un tout petit parlement régional a failli mettre en échec l'Union européenne. C'est bien la preuve que c'est à l'échelle nationale que l'on peut obtenir des victoires et nulle part ailleurs. Bien évidemment, il faut continuer à faire pression sur la Commission européenne, sur le Parlement européen, mais il ne faut surtout pas oublier les gouvernements et les parlements nationaux. Pour la suite, voici mes propositions. Deux questions juridiques restent d'ailleurs en suspens. D'une part, l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle fédérale allemande à Karlsruhe. Cette Cour constitutionnelle allemande, en fait, devient une sorte de Conseil constitutionnel de l'Union européenne. C'est elle qui va dire si les décisions sont bonnes ou ne sont pas bonnes. Et d'autre part, l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne située à Luxembourg, parce que la Belgique va, sous la pression, sous la demande d'ailleurs de M. Magnette, va demander un avis à la Cour de justice de l'Union européenne sur notamment les tribunaux d'arbitrage. Alors nous verrons bien ce que cela donne, mais désormais le CETA, dans le processus qui va suivre, devra être ratifié dans l'ordre par le Parlement européen et le Parlement canadien avant d'entrer en application partielle et provisoire. Au Parlement européen, la signature ne devrait poser aucun problème, parce que tous les grands groupes qui composent le Parlement européen, le PPE, les sociodémocrates, ALDE, sont tous des libre-échangistes. Ils sont d'accord avec le CETA. Ne perdons pas notre temps avec ce Parlement croupion. Pourtant, rien n'est encore joué, parce que le CETA peut encore être mis en échec, comme d'ailleurs la vingtaine d'accords de libre-échange qui sont en cours de négociation. Avec les États-Unis, c'est le TAFTA, mais aussi avec le Vietnam, avec le Japon, avec les pays du Mercosur, avec l'Inde, etc. Le CETA, ensuite, devra être ratifié par les parlements nationaux des pays membres
de l'Union européenne pour qu'il devienne définitif. C'est là qu'il faudra se mobiliser. Je propose donc, premièrement, cibler les parlements et les gouvernements nationaux. Le but doit être de les contraindre à retirer le mandat de négociation qu'ils ont remis à la Commission européenne. C'est aussi en France annoncé que le gouvernement, le Parlement ne reconnaît pas cet accord, qu'il ne le signera pas et qu'il ne l'appliquera pas. Il faut en France un débat parlementaire qui a été refusé par le gouvernement. Non seulement le gouvernement français n'a rien fait pour s'opposer au CETA, mais il en a été un ardent défenseur. Ne refaisons pas l'erreur commise par certains collectifs qui, pleins de naïveté, ont organisé une diversion en mobilisant les citoyens dans le cadre de cette soi-disant initiative européenne, l'ICE. Le résultat prévisible a été une débâcle qui a fait perdre beaucoup d'énergie et un temps précieux. Deuxièmement, sortir le commerce international des compétences exclusives de l'Union européenne. Je m'adresse particulièrement aux altermondialistes, aux syndicalistes, aux partisans de plan B pour l'Union européenne. L'article 3 du traité de Lisbonne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, stipule que l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: l'union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et enfin la politique commerciale commune. Tous ceux qui croient à la possibilité, illusoire à mon avis, de changer l'Union européenne de l'intérieur devraient se prononcer. Veulent-ils ou ne veulent-ils pas retirer le commerce international des compétences exclusives de l'Union européenne? Comme je l'ai toujours fait de mon côté, je continuerai à me mobiliser contre le libre-échange et pour la démondialisation.